Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la table ronde. Nous sommes lundi, le 18 septembre 2017. Pourquoi c'est important? Mais vous allez voir, notre invité ce matin est un lève-tôt et a une longue journée devant lui puisqu'il sera appelé à retourner à la Chambre des communes pour nous représenter et j'ai donc le plaisir de vous présenter Francis Zouin, notre député fédéral pour Glengarry Prescott Russell. Bonjour Francis. Bon matin. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, tu as l'air en forme. Il faut être en forme. On a passé un été qu'on n'a pas eu, mais en ce moment, je pense que la météo est de notre côté. Oui, même si c'est en retard, c'est mieux vaut tard que jamais. C'est ça, exactement. D'accord. On a seulement qu'une demi-heure, donc on ne perdra pas de temps. Oui. Il y a eu plusieurs sujets chauds depuis la pause du Parlement. Il y a eu, entre autres, le 10 ou 10,5 millions qui étaient payés à M. Carr. Oui. Il y a évidemment le projet de loi de la marijuana qui n'est pas établi encore, mais qui s'en vient et qui les gens en parlent de plus en plus puisque la date est tombée à l'approche. Oui. Il y a la réforme fiscale pour les petites, moyennes entreprises, dépendant comment on regarde ça. Il y a le sujet des réfugiés qui, à un moment donné, a atteint son sommet au mois de juillet et savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Et évidemment, il y a eu Irma, nos gens qui ont été pris là-bas. Puis après ça, on va pouvoir discuter de l'économie qui va quand même assez bien. Oui. Donc, sans plus tarder, M. Carr, comment est-ce que le gouvernement fait pour arriver à un montant comme 10 ou 10,5 millions de dollars qui lui a été versé en compensation pour le traitement qu'il a reçu du gouvernement canadien, du gouvernement américain, etc. Pour plusieurs personnes, ils ne gagneront même pas ça dans leur vie. Donc, 10 millions de dollars, ça semble énorme. Oui, je comprends la réaction des gens en disant que 10 millions de dollars, 1,5 millions de dollars, c'est beaucoup pour un terroriste. Mais la façon que le gouvernement est arrivé à ça n'a pas rapport avec ce que Omar Khadr a fait en Afghanistan. Et on pourrait rentrer dans le débat. Roméo Dallaire, d'ailleurs, qui s'est battu pour les enfants qui agissent comme des soldats. Oui. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Ce que Omar Khadr a fait ou pas fait en Afghanistan, c'est pas ça qui est important. C'est comment est-ce que le gouvernement du Canada l'a traité après. Et c'est pour ça qu'on paye 10,5 millions de dollars. On a perdu une cause en cours en 2008. On a perdu une autre cause en cours en 2010 et une autre en 2015 avec M. Khadr. Donc, la façon qu'on est arrivé à 10,5 millions, M. Khadr et ses avocats actionnaient le gouvernement pour 20,5 millions de dollars. D'accord. Donc, on avait deux choix. Le premier choix, c'est de continuer en cours, sachant qu'on avait déjà perdu 3 causes. Donc, les chances n'étaient pas de notre côté. Bien, c'est certain que tout ce qui était amené dans les cours précédentes aurait été amené à cette cour-là. Puis on risquait de payer 20,5 millions de dollars plus les frais d'avocat qui auraient été dans les 30 millions de dollars. Donc, 10,5 millions de dollars, c'était la meilleure des pires options, si je peux dire ça. D'accord. Puis, si on regarde ce qui est arrivé en Angleterre, en Australie, c'est tous des montants semblables qui ont été donnés. Puis même en 2008 ici, lorsque, je me souviens plus de son nom, mais il a été envoyé en Syrie. Oui. C'était 11,5 millions de dollars. Donc, il y a quand même un précédent pour torturer ses citoyens. Puis, le gouvernement du Canada ne peut pas sélectivement appliquer la loi. La loi est égale pour tout le monde, même s'ils ont commis un crime ou pas. Fait que le précédent était là et il y a quand même une échelle qui a été mesurée. Oui. Et puisque la projection de dépenses était très élevée, c'est quand même un montant, malgré que je ne sais pas combien de millions ont été dépensés à date là, pour défendre la position du gouvernement. Je peux vous garantir que M. Trudeau ou le gouvernement ne s'est pas réveillé un matin en disant ça va être une décision populaire. C'est officiel. C'est une décision qui doit être faite, mais je sais que c'était dans le meilleur intérêt des paieurs de taxes du Canada et des citoyens du Canada. D'accord, merci. Deuxième sujet chaud pendant l'été et qui prend de l'ampleur présentement à cause de la date butoir qui a été fixée, si ça arrive pour cette date-là, c'est le projet de loi pour la marijuana. Oui. Pour légaliser la marijuana, la distribution. On sait tous, à l'heure où on se parle, qu'il y a seulement que la province de l'Ontario qui a un plan qui a été avancé. Oui. Les 9 autres provinces, les 3 autres territoires ne sont pas là. La semaine dernière, les policiers qui ont dit « Nous, on ne sera pas prêts. » Alors, quel genre d'ajustement? Et M. Trudeau a dit « Préparez-vous, ça s'en vient. » Alors, est-ce qu'il y a un coussin
Est-ce qu'il y a une période de progression? Quelle est l'approche pour permettre que ce soit un succès? Bien, je pense que je veux premièrement féliciter la province de l'Ontario. Je pense qu'ils ont pris la bonne approche, qui est une approche mesurée et conservateur, dans le sens que la dernière chose, encore, je rappelle les objectifs du projet de loi, qui en ce moment, la première lecture a été faite ce printemps. Ah, d'accord, je n'étais plus certain. Puis en ce moment, il y a justement, depuis la semaine passée, il y a le comité permanent sur la santé a des sessions à Ottawa, justement pour entendre plusieurs témoins venir témoigner sur ce serait quoi les enjeux du projet de loi fédéral. La province a été de l'avant. Puis, encore, l'objectif, c'est de minimiser l'accès au marijuana chez les jeunes. Le Canada a le plus haut taux de consommation chez la population des jeunes, donc on parle jusqu'à 25 ans. Et ça, c'est un problème. On le sait avec la communauté médicale qui nous ont dit que votre cerveau grandit ou croît jusqu'à 25 ans et ça a des impacts. Donc, comment est-ce qu'on fait pour minimiser ça? Malheureusement, le dealer sur le coin de la rue ne demande pas des cartes pour vendre de la marijuana. Et il s'en fout. Et il s'en fout, carrément. Donc, ça c'est comment est-ce qu'on va de l'avant. L'Ontario a choisi de faire ça semblable au magasin LCBO, oui. que je pense qui est une bonne approche parce qu'encore là, c'est nouveau. Puis la dernière chose qu'on veut faire, c'est donner l'accès à tout le monde. Puis je pense que ça, c'est pas l'objectif du projet de loi. D'accord. Le support pour les problèmes qu'il pourrait y avoir au niveau de la santé, est-ce que ces choses-là, est-ce que les provinces vont recevoir de l'argent supplémentaire pour justement pouvoir répondre à des choses qu'on ne peut pas prévoir présentement? Allons-nous, planifions-nous un coussin, si on veut, là, pour pouvoir réagir et puis pas être en retard et puis courir après faire du rattrapage. C'est ça. Mais je pense que la semaine passée, le gouvernement du Canada a annoncé 276 millions pour donner aux provinces, justement, pour qu'il y ait les outils nécessaires. Mais il faut le rappeler encore qu'on a juste besoin d'aller à la Cour à l'Orignal. Puis vous allez voir qu'il y a des simples possessions, puis des cas qui sont pris dans la Cour, qui ont un coût extrême pour les cours de la justice à la province de l'Ontario. Ça coûte beaucoup des sous pour, des fois, un jeune qui s'est fait prendre avec 1 gramme. Donc, je pense que c'est ça qu'on voulait enlever, la pression sur la Cour pour qu'il puisse se concentrer vraiment sur les vrais problèmes de la société. D'accord. L'autre problème de drogue qui est courante au pays, est-ce que ça tombe pas dans le même domaine, là, parce que c'est un autre type de drogue au complet, puis ça, c'est même pas sur le radar pour être légalisé, tout comme la cocaïne ou autre chose. Mais est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en place pour répondre à ce problème-là qui est grandissant? Oui, et le problème, ce qu'on sait, c'est que le fentanyl ou les opioïdes viennent tout en provenance de la Chine. Donc, il y a un problème. On travaille avec les agences de frontaliers, justement, pour essayer de comment faire pour limiter ça, parce qu'on sait que les agences ne vérifient pas 100% des colis qui rentrent à l'interne. Impossible. C'est impossible, sinon nos taxes seraient toutes à 100%. Donc, il faut penser d'une façon stratégique pour viser cela. L'autre problème, c'est le problème de la santé. Donc, c'est pour ça qu'on a entendu à Ottawa qu'il y a ce qu'on appelle des Safe Injection Sites en anglais, parce que c'est l'approche que la communauté médicale nous dit que c'est la meilleure façon d'enlever, parce qu'il y a quand même des dépendances qui se créent dans notre société. Et on sait quand il y a une dépendance qui se crée, mais comment on fait pour aller chercher et rejoindre ces gens-là? C'est de les amener tranquillement à travers ces sites-là pour leur donner les soins médicaux qu'ils ont besoin. Et pouvoir les approcher. Exact. Bien, quand la personne ne veut pas s'aider, c'est là qui est difficile, mais quand ils ont la chance de bâtir une relation avec le futur patient, c'est la meilleure façon. Ça fonctionne. Ça fonctionnait à Vancouver. L'ancien gouvernement détestait ces choses-là. Nous, on a décidé d'être sur le côté de la communauté médicale, puis on sait que ça fonctionne. D'accord. Bravo. Réforme fiscale pour les petites entreprises. Monsieur, le ministre des Finances, Morneau. Merci Morneau, et M. Trudeau, les deux ont dit, ils ont un problème, on doit le régler, il y a des gens qui ont trouvé une façon créative, si on veut, et légale, parce que c'est légal présentement, il ne faut pas s'en cacher, exactement, de réclamer des dépenses qui... On peut se poser des questions par rapport à ces dépenses-là. C'est ça. Il y en a d'autres qui le sont, mais il y en a d'autres qu'on dit, mais ils sont très créatifs. Comment grand est le problème en termes de millions, de centaines de millions? Quelle est l'échelle
de ce problème-là et quel est l'échéancier ou est-ce juste présentement, est-ce que le ministre et le cabinet sont à la regard d'une analyse, d'une approche pour régler le problème? Mais, le problème, c'est que oui, il y a certains gens, et je veux réitérer le fait qu'il y a juste certains gens. Ce n'est pas la grande majorité des PME, et ce ne sera pas la grande majorité des PME qui seront affectés par ces réformes-là si rien ne change dans la réforme actuelle. D'accord. Parce qu'on le rappelle, on est encore en période de consultation. Donc oui, il y a un projet de loi brouillon qui a été présenté sur le dividende et le test de raisonnabilité qui a été présenté en ce moment. J'ai parlé avec plusieurs comptables. D'ailleurs, j'ai une session ici le 26 septembre à Hammond avec la Chambre de commerce juste pour expliquer qu'est-ce qu'il y en est et qu'est-ce que c'est pas. Parce que j'entends plusieurs personnes me dire que je ne serai plus capable d'investir dans mon entreprise. On ne touche pas dans la façon que vous allez investir dans votre entreprise. C'est l'actionnaire, la façon que lui se paye, qu'il y a certains enjeux qui nous touchent. Par ailleurs, il y a des personnes qui créent des corporations sans créer une job ou sans créer une entreprise, juste pour sauver de l'impôt. Est-ce que ça, c'est juste? L'incorporation n'a pas été faite pour ça. L'incorporation a été faite pour créer des emplois et créer une vraie entreprise. Alors ça, c'est des enjeux qui sont très complexes et je dois l'avouer, on a fait une mauvaise job à expliquer c'est quoi justement qu'on veut faire et on a laissé le débat aller trop loin. Évidemment, dans l'automne, on va s'approcher et faire plus d'explications. C'est pour ça, d'ailleurs, que je passe du temps avec les chambres de commerce ici. D'accord, oui, parce que justement, la grosse critique était que le gouvernement avait perdu le contrôle sur son programme de communication pour ça. Là. Oui. Et c'est les partis d'opposition qui ont pris le dessus. Oui. Et là, le gouvernement et sa défense, il doit reprendre le contrôle du sujet. Oui, puis j'ai parlé avec plusieurs comptables aussi. Je n'ai pas l'unanimité sur qu'est-ce qu'ils veulent en ce moment, dépendamment de leur modèle d'affaires. J'imagine que ça change. Et il y en a qui m'ont dit le dividende, ce n'est pas important pour nous, mais les investissements passifs, c'est important. La chose qui est commune à travers tout ça, c'est que vous avez créé une incertitude. Et ça, c'est normal. On est en période de consultation. Ouais. On ne sait pas exactement la direction qu'on veut prendre. Puis ce que j'encourage les gens, oui, vous avez jusqu'au 2 octobre avec le département de la finance, mais vous n'avez pas jusqu'au 2 octobre avec moi ou avec tous les députés à travers le Canada. Il va y avoir plusieurs occasions pour pouvoir exprimer ce qui fonctionne pour vous. D'accord. Le 26 septembre, tu dis que les gens peuvent aller te voir à Hammond, ou est-ce que c'est seulement réservé à la Chambre de commerce de Clarence ou c'est ouvert au public? Ça sera à la Chambre. C'est ouvert aux membres de la Chambre de commerce, mais il faudrait que je parle avec Andrea pour voir si elle va l'ouvrir à tout le public. À tout le public, parfait. Sur ce, mesdames et messieurs, nous devons prendre une pause et tout de suite après, nous allons continuer notre discussion avec notre député fédéral, Francis Drouin. Et comme vous avez vu tantôt, on a plusieurs sujets d'intérêt public qui nous concernent tous et c'est dans votre intérêt, je pense, d'y demeurer. Donc, merci de demeurer avec nous. Merci d'être demeurés avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons notre discussion avec Francis Drouin, notre député pour Glengarry, Prescott Russell. Francis, ça a commencé l'hiver dernier. À l'été, ça a atteint son sommet au mois de juillet à peu près. Les gens qui arrivent des États-Unis, qui se disent des réfugiés, c'est mon point de vue. Et où en sommes-nous avec ce dossier-là? Combien de temps est-ce que ça va prendre pour vraiment faire le triage de qui peut qualifier peut-être comme réfugié et qui doit retourner soit aux États-Unis, soit à Haïti ou dépendant d'où ils viennent? Parce qu'on avait été rendu comme à 7000 personnes qui traversaient, je pense que c'est seulement qu'en Ontario, au mois de juillet. Là. Je vais expliquer quelque chose premièrement. Parce que plusieurs personnes qui m'ont approché me disaient « Mais pourquoi vous n'êtes pas capable de les arrêter à la frontière? » Puis le Canada, on est signataire d'une convention sur les réfugiés depuis 1951. Donc n'importe qui, de n'importe où dans le monde, peut atterrir soit par avion, parce que la plupart des demandeurs d'asile, c'est comme ça qu'ils le font, ou la situation qui est un peu extraordinaire qui s'est passée cet été, à pied. Donc, le Canada n'a pas le droit. La première personne qu'il voit, c'est soit un agent de la GRC ou un agent frontalier. Et la personne rentre et dit, l'agent l'informe que vous êtes ici illégalement. Oui. Et ce qui se passe après ça, c'est qu'il dit, oui, je fais une demande d'asile. Les demandeurs d'asile des États-Unis,
sont pas en situation, parce qu'il y a des critères très stricts, Ouais. mais ils ne sont pas en situation de menace de vie ou de mort, peu importe si on n'est pas d'accord avec le président ou non. Oui. Alors, la plupart de ces demandes-là vont être refusées. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas en situation de menace. OK. Et ça va prendre, on est en train d'augmenter les effectifs, mais on s'attend de 6 à 1 an, tout ça ça devrait être réglé. De 6 mois à 1 an? De 6 mois à 1 an, c'est OK. ça. C'est ça. Parce que là, je me disais, on parle-tu d'1 an à 6 ans ou on parle de... Non, bien, c'est dépendamment encore comment est-ce qu'on peut. C'est toujours dépendant du personnel qu'on peut trouver, mais on veut réduire les temps d'attente de 6 mois à 1 an. D'accord. Est-ce qu'ils ont des droits d'appel? Parce qu'à un moment donné, j'ai écouté un documentaire, puis il y a des gens là, qui sont tombés dans... Ils avaient compris la game, si on veut, là. Et puis là, ils étaient pognés dans un cercle. Et puis là, un appel ici, puis un autre appel là, puis un autre appel là. Puis 5 ans plus tard, ils étaient encore au pays. Oui, certaines personnes, oui, ont un droit d'appel. Évidemment, ça coûte de l'argent. Donc, est-ce qu'ils ont les fonds nécessaires pour y aller? Puis, les organisations qui vont les approcher parce qu'ils travaillent aussi avec des organisations locales pour leur dire si oui ou non, pour leur donner leurs droits. Dans les cas des États-Unis, je ne vois pas, même si tu vas en appel, tu vas te faire refuser. Donc, ils vont dire, tu peux y aller, mais tu vas être retourné très vite. Fait que c'est dans l'astuce qu'ils vont se trouver pour ces gens-là. Puis si les gens, disons, disparaissent, parce qu'à un moment donné, le gouvernement du Canada ne peut pas contrôler tous ces milliers de personnes-là. Là. Et puis si on lui dit, mais toi, tu dois partir dans la prochaine semaine, et les gens ne partent pas, quelles sont les conséquences? Bien, normalement, on va les trouver. Donc, les agents frontaliers vont les trouver ou la GRC va les trouver. Puis après ça, sont accompagnés en avion ou soit par autobus, sont accompagnés avec un agent jusqu'à temps qu'ils traversent la frontière. OK. Et après ça, est-ce qu'ils peuvent appliquer ou non pour passer à travers le système d'immigration? Il y aurait des conséquences, mais oui, ils peuvent appliquer. Puis c'est ça qu'on veut encourager, le processus normal. Parce que la dernière chose qu'on veut faire, et je comprends les Haïtiens, il y a beaucoup de francophones, oui. Donc on a un problème d'immigration francophone, mais on ne peut pas envoyer un message à la communauté de dire, bien, vous pouvez juste traverser illégalement. Non. Puis juste pour remplir nos statistiques, ça, c'est pas correct. Premièrement, pour ceux qui passent à travers le système de façon normale et légale. Et qui prend un certain temps. Et qui prend un certain temps, exactement. Puis il faut que je le rappelle, hein, les réfugiés, là, ça ne représente pas beaucoup sur notre système d'immigration. Donc, chaque année, il y a à peu près 300 000 personnes qui rentrent. D'accord. 82 des immigrés sont financièrement indépendants. Donc là, on joue juste avec, c'est plus que 80 c'est 87 je pense. Donc, on joue avec 11 sur les réfugiés. Donc, ça change très peu d'année en année, mais il faut le rappeler parce que souvent, ils disent, les Canadiens disent, on est tous en train d'appuyer ces gens-là. Non. La plupart des immigrés sont des immigrés économiques qui représentent 62 et le restant, c'est des familiales. Donc, si toi, Jacques, ta femme vient du Cameroun, par exemple, tu devrais prouver au gouvernement du Canada que Jacques a les moyens financiers d'appuyer sa femme lorsqu'elle va arriver au Canada. Le Canada et les membres de sa famille qui viennent la rejoindre par après. Exactement. Mais ça, les temps d'attente, pour ces gens-là, c'est 5 ans en ce moment. On essaie de le réduire à 2 ans parce que je pense que c'est pas normal. C'est manquer de sensibilité envers les membres de la famille. D'accord. Il y a un angle là-dessus à un moment donné, on pourra explorer. Oui. D'accord. On vient de vivre dans les dernières semaines les tornades qui se sont manifestées dans l'océan Atlantique et qui ont fait beaucoup, beaucoup de dommages. Il y avait des Canadiens qui étaient situés dans des îles et même en Floride où plusieurs choses ont été démolies, détruites. On pense à l'île de Saint-Martin où 90 des résidences ont été détruites ou très, très, très endommagées. La responsabilité du gouvernement du Canada, c'est quoi? La politique fédérale, c'est pas seulement que la politique du gouvernement du Canada, mais la politique fédérale, lorsqu'on a des citoyens canadiens, des Canadiens qui sont pris à l'étranger dans des situations comme celle-là, c'est quoi? Et après ça, quel degré de responsabilité est-ce que ces gens-là ont? Parce qu'on en a vu, là, on voyait les couvertures des médias, ils disaient que ça s'en vient, ça va être une catégorie 4, catégorie 5, il va y avoir beaucoup de dommages si ça frappe les îles.
Et les gens, quelques jours avant que ça frappe, embarquaient encore dans les avions. C'est une situation qui, dans ma tête, est complexe. Les compagnies d'avions veulent vraiment remplir le siège, ils les apportent là-bas. Après ça, s'ils peuvent retourner, si les aéroports sont utilisables, ils vont en ramener. Les gens eux-mêmes, une autre responsabilité. Il y a beaucoup de points d'interrogation à savoir comment est-ce qu'on adresse ça. Est-ce que les compagnies aériennes puis les gens qui font les agences de voyage ont été responsables? Oui. C'est ma première question. Les gens, eux-mêmes, ont une certaine responsabilité. À un moment donné, tu dis, mais pourquoi est-ce que je mettrais mes enfants, moi-même, dans une situation de danger? Qui paie pour les ramener? Oui. Fait que j'ai juste des questions. Oui, ça, c'est la responsabilité, c'est sur l'individu. Je veux dire, le gouvernement du Canada ne peut pas empêcher personne de voyager n'importe où dans le monde. D'accord. Sauf que si tu vas sur le site web des affaires étrangères, ils vont vous dire, bien, si vous allez dans tel pays, faites attention à X, Y, Z, parce que c'est un pays que nous considérons qui à risque. À risque, exactement. La deuxième chose, juste la situation avec les ouragans qu'on a eus cet été. Hein, on le sait qu'au mois d'août, au mois de septembre, c'est la période des ouragans. Donc, n'importe quel voyageur qui décide d'aller là, puis ça peut se développer quand même assez rapidement. Oui. Le problème avec nous, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire mieux? Absolument. Mais je vais le rappeler, il y a 2 couples à Prescott Russell qui ont été pris là-bas, puis malheureusement, l'aéroport a fermé, donc il n'y a personne qui pouvait y aller après lorsque j'ai été contacté. Mais la responsabilité retourne sur la compagnie aérienne d'aller chercher ces voyageurs, premièrement. Si la compagnie aérienne ne peut pas y aller parce que c'est trop dangereux ou si l'aéroport est juste ouvert aux organismes gouvernementaux, donc c'est là que le gouvernement du Canada pourrait intervenir. Mais la troisième chose, c'est qu'on parle souvent, je ne veux pas m'enregistrer avec les affaires étrangères. Mais je vois, il y avait des milliers de personnes qui étaient pris dans les Caraïbes, mais il y avait à peu près juste 300 personnes qui étaient enregistrées. Puis il y en avait beaucoup qui avaient été enregistrés après le fait. D'accord. Donc, sur les 300. Donc, c'est difficile pour le gouvernement de dire, bien, j'ai des gens, je ne sais pas où sont où mes gens premièrement. D'accord. J'en ai juste 300, puis ils sont éparpillés partout. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut revoir nos procédures. Est-ce qu'il y a des façons qu'on pourrait améliorer ça? Et oui, il y a probablement des façons qu'on pourrait améliorer notre réponse, notre temps d'alerte. Puis je veux dire, les États-Unis sont en Floride, ça prend pas vite, ça prend pas de temps à aller là-bas. Nous, on est un petit peu plus loin, c'est quand même... Oui, quelques heures de plus, puis ils sont plus éparpillés, on n'a pas la même base de population, etc. Les Américains, ils ont été pris. Il y a plusieurs Américains qui ont resté sur l'île Saint-Martin. Ils n'ont pas tous été évacués. Il y a plusieurs Américains qui ont été pris partout. Donc oui, il y a eu des avions des forces armées américaines qui ont été les chercher, qui ont été chercher un certain nombre, mais ce n'est pas tous les gens qui ont été cherchés non plus. Bon. Les compagnies aériennes, lorsqu'ils savent là, que le risque est élevé d'un incident comme celle-là, moi, je me pose la question, est-ce qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire? En d'autres mots, ils ont emmené des gens là-bas sachant qu'il y a un risque qui est élevé. Est-ce qu'il n'y a pas une corrective qui devrait être apportée dans une politique X qui ferait en sorte qu'on n'amènerait pas des gens dans une situation de risque comme ils ont fait, là? Oui, puis ça encore là, c'est peut-être un bon conseil. Est-ce que les compagnies aériennes, parce que des fois, il y a des organismes à but non lucratif, des gens qui veulent aller aider en prévention, donc ils doivent se rendre là avant. Donc, comment est-ce qu'on fait pour déterminer ça et comment est-ce qu'on donne les outils aux compagnies aériennes pour déterminer c'est qui le touriste versus c'est qui la personne qui va aller aider là-bas? Oui. Peut-être, et on sait que les compagnies aériennes ne veulent pas avoir des avions vides, donc même s'ils vont chercher des résidents sur l'île, ils ne veulent pas avoir un avion vide quand ils se rendent là-bas, mais c'est un peu un couteau à double tranchant, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de temps pour regarder nos procédures, puis on a un projet de loi qui va arriver bientôt avec les droits des passagers. Et je pense que ça fait longtemps qu'on est dû pour ça, parce qu'on l'a vu à Ottawa il n'y a pas longtemps. Ouais, M. Garneau a hâte de présenter son projet de loi, je pense. Absolument. Puis moi aussi, parce que j'ai fait affaire avec malheureusement un handicapé qui n'a pas pu rester sur l'avion parce qu'il n'y avait pas assez de place pour sa chaise. Ça, je trouve ça déplorable. Oui, d'accord. On est chanceux présentement côté économie. Okay? L'économie, elle roule assez bien. D'ailleurs,
les dernières statistiques sur le PIB montraient que le deuxième trimestre de l'année 2017 avait une croissance de plus de 4 La semaine dernière, Statistique Canada a annoncé que le nombre de personnes sur l'assurance-emploi a diminué au pays. Et lorsque je regarde les prévisions pour le gouvernement du Canada, on prévoit toujours un déficit. Fait que ma question est, pourquoi? Normalement, dans mes cours d'économie, j'en ai pas eu beaucoup, ils disaient le gouvernement devrait planifier une récession lorsqu'ils veulent relancer l'économie ou il y a une récession, des choses semblables. Là, on est justement dans une situation où on n'est pas dans cette situation-là. Et pourtant, on prévoit encore un déficit. Oui, et je pense que c'est important en ce moment, ça va bien. Mais l'année prochaine, est-ce que ça va aller aussi mieux? Je pense que c'est important d'avoir une vision à long terme. Et équilibrer le budget, pour nous, regarde, on annule le programme d'infrastructure, puis on vient d'équilibrer le budget. Mais j'ai 9 maires qui ne seraient pas contents avec moi ici à Prescott Russell, dont le maire Desjardins, je suis certain qu'il ne serait pas en faveur de ça. Mais je pense que sur le déficit, on ne peut pas mentionner le déficit sans mentionner le déficit d'infrastructure. Puis on le voit dans nos municipalités, les municipalités n'ont plus les outils nécessaires pour investir. Puis c'est là que le fédéral peut venir donner un coup de main. Ça, c'est un programme de 12 ans qui va venir en aide aux petites municipalités et aux grandes municipalités, évidemment. Mais c'est important, quand le secteur de la construction va bien, on sait que le restant de l'économie va bien. D'accord. Brièvement, quels sont les plans à l'automne hors de tous ces sujets-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est important, qui reste qu'on devrait toucher brièvement? Mais je pense qu'il y a la nouvelle loi sur le transport qui va arriver. On a joué pas mal dans les gros sujets. C'est ça l'agenda. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est continuer à se concentrer. On a eu un mandat quand même. Et ce qu'on veut s'assurer, même dans l'ALENA, ce qu'on veut s'assurer, c'est que même si on a une croissance économique, il faut s'assurer que tout le monde participe à cette croissance-là. Si ce n'est pas tout le monde qui participe à cette croissance-là, on va avoir des mouvements, comme qu'on a vu en Angleterre, des mouvements comme Brexit, qui vont se développer, puis même des mouvements au sud, aux États-Unis, qui anti-échange libre. Puis on sait que le Canada, on est juste 35 millions. On n'a pas beaucoup de monde, mais on produit quand même assez beaucoup. Puis on est un pays exportateur, on n'a pas le choix. Alors, il faut s'assurer que nos accords de libre-échange, que toute la population peut participer. Puis ça va être ça dans les prochains 6 mois, ça va être ça notre objectif et la priorité. Exactement. Bon, bien, merci beaucoup, Francis. Ça me fait plaisir. Je suis content que tu aies passé nous voir ce matin. Je te souhaite de passer une belle session au Parlement. Merci. Et je suis convaincu qu'on aura la chance de discuter du progrès de tous ces projets-là de loi et justement. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous dis à la prochaine.